Imaginez vivre dans un quartier très paisible. Soudain, le sol se met à trembler. 50 motards terrifiants bloquent la rue et encerclent la maison d'un garçon de 11 ans. Une voisine paniquée appelle immédiatement la police, persuadée que le pire va arriver. Mais quand la porte s'ouvre, ce que ces hommes s'apprêtent à faire va complètement vous bouleverser. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire vraie est tout simplement inoubliable. Avant de découvrir ce qui va se passer, prenez une petite seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. J'adore vraiment savoir d'où viennent mes spectateurs. Installez-vous confortablement et regardez bien jusqu'à la toute fin, car la suite va vous surprendre. Montbrison est de ces petites communes paisibles où le temps semble s'être arrêté. Une de ces bourgades pittoresques d'Auvergne-Rhône-Alpes avec ses toits en tuiles romaines, la cloche de sa collégiale qui rythme lentement les journées, et cette odeur rassurante de pain chaud qui s'échappe des boulangeries dès les premières lueurs de l'aube. Ici, tout le monde se connaît, se salue sur le marché du samedi matin, et les apparences sont jalousement gardées comme un trésor précieux. C'est un endroit magnifique pour grandir, du moins en apparence. Pour le jeune Mathis, 11 ans, ce décor de carte postale s'est lentement transformé en une prison à ciel ouvert. Mathis n'a rien d'un fauteur de trouble. C'est un garçon d'une douceur infinie, avec de grands yeux clairs souvent baissés vers le sol et un tempérament discret qui fait de lui un enfant que l'on oublie facilement. Et dans la cour impitoyable du collège de la ville, cette gentillesse naturelle est devenue sa plus grande faiblesse. Dès que les lourdes grilles de l'établissement se referment derrière lui, le cauchemar de Mathis commence. Il a un nom, un visage et un écho terrifiant dans les couloirs, Léo, un adolescent plus grand, plus fort, qui a fait de Mathis sa cible privilégiée, entraînant avec lui une petite cour de suiveurs silencieux mais complices. Les bousculades dans les escaliers, les moqueries chuchotées à l'oreille, les croque-en-jambes cruels lors des récréations. Chaque jour est une véritable épreuve de survie émotionnelle et physique. Mais la plus grande tragédie de Mathis ne réside pas dans les cours de récréation, elle se trouve dans le silence qu'il s'impose. Le soir, lorsqu'il rentre à la maison, Mathis s'enferme dans la salle de bain, se regarde dans le miroir et camoufle soigneusement ses ecchymoses. Il nettoie la boue sur ses vêtements avec une éponge humide et tente maladroitement de recoudre les bretelles de son cartable déchiré. S'il se tait, c'est par amour. Un amour pur et protecteur pour sa mère, Hélène. Mère célibataire d'un courage exemplaire, Hélène porte le poids du monde sur ses épaules fragiles. Pour s'assurer que son fils ne manque de rien, elle enchaîne les heures épuisantes, passant de sa caisse au supermarché le jour à des ménages dans des bureaux la nuit. Elle rentre les traits tirés, le dos meurtri, mais toujours avec un sourire tendre pour son enfant. Mathis voit cette fatigue s'accumuler sur le visage de sa mère. Il s'est donc fait une promesse silencieuse, une promesse beaucoup trop lourde pour un enfant de son âge, ne jamais lui rajouter un seul souci supplémentaire. Alors, il ravale ses larmes, simule des maux de ventre pour éviter la cantine, et prétend qu'il a trébuché tout seul dans les escaliers. Dans cette charmante petite ville où les façades sont fleuries et les rues impeccables, la détresse d'un petit garçon s'étouffe dans le murmure du quotidien, invisible aux yeux d'un voisinage qui préfère la tranquillité à la vérité. Le silence de Mathis est devenu un bouclier, mais un bouclier qui le détruit à petit feu. Ce soir-là, le destin décide de briser la routine glaciale qui s'est installée dans leur foyer. Une annulation de dernière minute dans les bureaux où Hélène fait des ménages la contraint à rentrer bien plus tôt que d'ordinaire. La nuit est déjà tombée sur Montbrison, enveloppant la ville d'un brouillard froid et humide. En tournant doucement la clé dans la serrure pour ne pas faire de bruit, Hélène perçoit un son inhabituel. Un hoquet étouffé, un gémissement sourd et saccadé provenant de la petite chambre du fond. Le cœur battant soudainement à tout rompre, elle s'avance à pas de loup et pousse la porte entr'ouverte. La scène qui s'offre à elle l'affiche sur place, lui glaçant le sang dans les veines. Assis en tailleur sur son lit, à la seule lueur d'une petite lampe de chevet, Mathis pleure à chaudes larmes. Ses petites mains tremblantes tiennent une aiguille et du fil, tentant désespérément de recoudre la manche violemment arrachée de sa veste d'hiver. Son visage est marqué, non seulement par une immense tristesse, mais par une ecchymose jaunâtre qui s'étale honteusement sur sa pommette droite. En voyant sa mère, le garçon sursaute, lâche son ouvrage et tente de cacher son visage dans ses mains, terrorisé d'avoir failli à sa promesse silencieuse. Mais le barrage de sa détresse vient de céder de manière irrémédiable. Hélène s'effondre à genoux près du lit, l'enlace de toutes ses forces, et dans un flot de larmes ininterrompues, la vérité éclate enfin. Les mots, trop longtemps contenus, se déversent comme un torrent de souffrance. Il raconte Léo, les coups, les crachats, les insultes quotidiennes et cette peur viscérale qui lui tord le ventre chaque matin. Hélène écoute, l'âme en miettes, dévastée par la culpabilité de n'avoir rien vu, aveuglée par sa propre fatigue.
Cette tristesse infinie laisse très rapidement place à une colère sourde, une rage viscérale de mère protectrice. Dès le lendemain matin, à la première heure, Hélène se tient droite dans le bureau du directeur du collège. Elle attend des actes forts, une protection immédiate et inconditionnelle pour la chair de sa chair. Mais face à elle, l'homme en costume gris, confortablement installé derrière son lourd bureau, affiche un sourire poli, presque condescendant. Il écoute le récit déchirant avec un détachement administratif, avant de joindre les mains et de prononcer ces mots qui résonnent comme une gifle. « Madame, je comprends votre émoi, mais il ne faut pas dramatiser. Ce sont des garçons. À cet âge-là, ils se testent. Ce ne sont que de simples chamailleries de cours de récréation. Il n'y aura pas de sanction. Il n'y aura pas de protection. » En sortant de cet établissement, Hélène se sent happée par un vide abyssal. L'institution censée éduquer et protéger son enfant vient de lui fermer la porte au nez avec une politesse glaçante. Seule face à un mur d'indifférence absolue, la jeune femme rentre chez elle, rongée par l'angoisse de l'avenir. Elle regarde le cartable de Mathis posé dans l'entrée, ce fardeau qu'il refuse désormais de porter. Dans un élan de désespoir total, Hélène allume son vieil ordinateur et se connecte sur le groupe Facebook d'entraide de la région. Les doigts tremblants sur le clavier, elle ne rédige pas un appel à la haine ou à la vengeance, car ce n'est pas dans sa nature. Elle écrit avec ses tripes de mère. Elle raconte sobrement l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui aimait dessiner et sourire, et qui, aujourd'hui, a perdu le goût de vivre. Elle décrit les murs sans âme du collège, l'indifférence coupable des adultes, et lance une bouteille à la mère numérique. Une simple demande de conseil, l'adresse d'un psychologue bienveillant, ou n'importe quoi qui pourrait prouver à son fils que le monde n'est pas uniquement cruel. Elle clique sur « Publier » et s'effondre en larmes sur son clavier, ignorant totalement que ce cri du cœur s'apprête à déclencher un véritable séisme au-delà de sa rue silencieuse. À une trentaine de kilomètres de la détresse silencieuse de Montbrison, l'atmosphère est radicalement différente. Dans l'enceinte d'un vaste garage associatif aux murs de briques rouges, l'air est saturé par l'odeur âcre de l'huile de moteur et du métal chaud. C'est le repère des aigles noirs. Au milieu des carcasses d'acier et des outils éparpillés, une figure s'impose naturellement, imposant le respect sans avoir besoin d'élever la voix. Il s'appelle Laurent. La cinquantaine bien tassée, une carrure de colosse forgée par les années, il porte une épaisse barre grisonnante qui lui donne l'allure d'un vieux sage protecteur. Ses bras, robustes comme des troncs de chêne, sont recouverts de tatouages entrelacés, de véritables fresques à l'encre noire racontant les batailles, les pertes et les victoires d'une vie qui n'a pas toujours été tendre avec lui. Président incontesté de ce club de motards passionnés de grosses cylindrées, Laurent connaît parfaitement le poids des préjugés. Pour le citoyen ordinaire, ses frères et sœurs d'armes, avec leurs lourds blousons de cuir, leurs chaînes et leurs crânes argentés, ressemblent à des voyous marginaux sortis tout droit d'un mauvais film. Mais la réalité qui se cache sous ces apparences est infiniment plus noble. Les aigles noirs sont une véritable famille de cœur, unis par un code d'honneur inébranlable et un profond respect des valeurs humaines. Leur croisade la plus sacrée, celle qui les fait rouler par tous les temps et sur toutes les routes de France, c'est la lutte contre la maltraitance infantile et le harcèlement. Ils sont devenus, au fil des années, les gardiens des voix brisées, les protecteurs de ces enfants que la société choisit parfois de détourner de regard. Assis sur une caisse à outils usée, une tasse de café noir fumant à la main, Laurent fait défiler distraitement le fil d'actualité de son téléphone portable pendant sa pause. C'est alors que son regard perçant s'arrête net sur la publication d'Hélène. Les mots de cette mère désespérée, si simple et pourtant si poignant, résonne dans le silence de son esprit comme un véritable coup de tonnerre. En lisant la description minutieuse des ecchymoses du petit Mathis, de son cartable déchiré dans l'indifférence, et surtout du mépris glacial affiché par le directeur du collège, la mâchoire du vieux motard se crispe douloureusement. Les phrases d'Hélène ravivent instantanément chez lui une cicatrice intime, le souvenir brûlant d'un petit garçon chétif qu'il a lui-même été des décennies plus tôt, terrorisé dans une cour d'école, attendant en vain qu'une main adulte se tende pour le sauver des griffes de ses bourreaux. Laurent pose lentement son téléphone sur l'établi. Il n'y a pas de rage aveugle dans ses yeux clairs, seulement une détermination d'une froideur absolue et implacable. D'un geste ample, il essuie ses mains couvertes de cambouis sur un vieux chiffon et pousse un sifflement bref qui traverse l'immense atelier. Instantanément, le vacarme des claires molettes, le grincement des meuleuses et les éclats de rire cessent. Des hommes et des femmes au visage buriné s'approchent, formant un cercle silencieux, grave et attentif autour de leur chef. D'une voix profonde et rocailleuse, Laurent leur lit l'appel au secours de cette mère au bord du gouffre. Il n'a besoin d'ajouter aucun grand discours moralisateur. Dans le regard intense de ses compagnons de route, la réponse est déjà écrite en lettres de feu. Les poings se serrent de colère, les regards s'assombrissent d'empathie. Un pacte silencieux.
forgé dans la fraternité et le devoir d'agir, vient de sceller le destin de cette petite ville bourgeoise. Le petit Matisse ne marchera plus jamais seul face à ses démons, car les seigneurs de l'asphalte ont décidé de se lever pour lui. C'est un dimanche matin d'une banalité exquise qui se lève sur la petite commune de Montbrison, un de ces jours où le temps s'étire avec une paresse réconfortante. Dans la paisible rue des Tilleuls, un quartier résidentiel aux pelouses parfaitement tondues et aux haies taillées au cordeau, la vie s'écoule au rythme lent des traditions provinciales. Au loin, les cloches de la vieille église résonnent avec une régularité apaisante, appelant les fidèles à l'office dominical. Les habitants déambulent tranquillement sur les trottoirs ensoleillés, le bras enroulé autour de baguettes encore fumantes et de viennoiseries achetées à la boulangerie du coin. L'air est vif, le ciel d'un bleu immaculé, et rien ne laisse présager que cette quiétude presque sacrée s'apprête à être bouleversée de la plus spectaculaire des manières. Dans le petit pavillon au numéro 12, Matisse et sa mère, Hélène, partagent un petit déjeuner silencieux, toujours emprisonnés dans l'angoisse lourde de la veille. Soudain, une vibration imperceptible commence à courir le long des trottoirs goudronnés. Ce n'est d'abord qu'un murmure, un bourdonnement lointain qui ressemble au grondement d'un orage approchant. Pourtant le ciel reste désespérément clair. Très vite, la fréquence s'intensifie. Les tasses de café tremblent légèrement sur les tables de jardin, et les vitres des salons se mettent à vibrer dans leur cale avec un cliquetis inquiétant. Les passants s'arrêtent net, le regard tourné vers l'extrémité de l'avenue, cherchant à comprendre l'origine de ce séisme mécanique qui fait frissonner la chaussée. Et puis, ils apparaissent. Tournant à l'angle de la rue dans une formation parfaite, une véritable marée de métal chromé et de cuir noir s'engage sur la voie. Une colonne ininterrompue d'une cinquantaine de motos imposantes, des Harley-Davidson rutilantes et des Indians majestueuses, s'avance à une lenteur majestueuse, presque solennelle. Le contraste visuel est saisissant, frôlant le surréalisme. Au milieu de ces façades proprettes et de ces nains de jardin colorés, cette armée pacifique détonne avec une puissance visuelle inouïe. Les moteurs bicylindres rugissent à l'unisson, crachant une symphonie grave et gutturale qui résonne jusque dans la poitrine des spectateurs médusés. Les rayons du soleil matinal se reflètent sur les fourches étincelantes et les casques sombres, créant un cortège éblouissant de puissance brute. Les motards, droits sur leur selle, affichent une discipline militaire. Pas un cri, pas un dérapage, juste la force de leur présence. Le convoi remonte la rue des Tilleuls comme un fleuve de fer implacable, forçant les quelques voitures stationnées à paraître minuscules. Puis, d'un signe de la main du leader à la barre grisonnante, le grondement synchronisé commence à ralentir. Les 50 immenses machines s'immobilisent simultanément, épaule contre épaule, pneu contre pneu, barricadant la chaussée d'un trottoir à l'autre. Ils ont choisi leur cible avec une précision chirurgicale. C'est là, pile devant le petit portail en fer forgé du pavillon d'Hélène et Matisse, que la meute s'est arrêtée. Le rugissement des moteurs se stabilise en un ronronnement sourd, captivant l'attention du quartier tout entier, retenant son souffle face à cet incroyable déploiement de force. Juste en face du modeste pavillon d'Hélène se dresse la maison cossue de Madame Dupont, une retraitée dont la principale occupation consiste à scruter les moindres faits et gestes du voisinage. Derrière ses épais rideaux en dentelle parfaitement empesés, elle a l'habitude de tout surveiller, de la couleur des nouvelles fleurs du facteur aux horaires de rentrée des adolescents du quartier. Rien n'échappe à son œil de faucon, rodé par des années d'observation assidue depuis le confort de son salon douillet aux effluves de cire d'abeille et de lavande. Mais ce dimanche matin, ce qui se déroule sous ses fenêtres dépasse de très loin la simple anecdote croustillante de quartier. Lorsque le grondement sourd a commencé à faire trembler sa précieuse collection de porcelaine dans le vaisselier, Madame Dupont a d'abord cru à un tremblement de terre. Mais en écartant d'une main noueuse la dentelle de sa fenêtre, son cœur a raté un battement. Une vision d'apocalypse, digne des feuilletons policiers les plus sombres qu'elle regarde religieusement chaque soir, a soudainement envahi sa Russie chérie. Devant ses yeux écarquillés par la stupeur et l'effroi, une cinquantaine d'hommes aux carrures de gladiateurs, vêtus de cuir noir et ornés de têtes de mort, viennent de prendre position. Dans l'esprit embué par la panique de la vieille dame, la conclusion s'impose avec une terrifiante évidence. Leur paisible commune de Montbrison vient de tomber aux mains d'un redoutable gang criminel. Son imagination galope à une vitesse folle. Elle est persuadée que ces individus patibulaires sont venus régler de sombres comptes, peut-être même s'en prendre à cette pauvre Hélène, la mère célibataire qui vit en face et qui a sûrement dû s'attirer des ennuis à force de travailler à des heures impossibles. La terreur s'empare de chaque fibre de son corps vacillant. Son souffle se fait court, ses jambes se dérobent presque sous le poids de l'angoisse. Dans un état de frénésie absolue, ses mains tremblantes de peur lâchent le rideau pour se précipiter vers le lourd téléphone fixe en bakélite posé sur la petite table du couloir. Elle décroche le combiné avec une telle précipitation qu'elle manque de faire tomber l'appareil. Ses doigts tapent frénétiquement le 17. Dès la première sonnerie,
Elle s'époumonne, la voix brisée par l'hystérie. Elle implore l'opérateur de la gendarmerie nationale d'envoyer toutes les patrouilles disponibles de toute urgence, décrivant avec horreur une véritable invasion de voyous armés jusqu'aux dents, prêts à mettre la rue à feu et à sang. Pendant que Madame Dupont supplie les forces de l'ordre au bout du fil, persuadée que l'heure de la fin a sonné pour la rue des Tilleuls, une scène d'une toute autre nature se déroule à l'extérieur. Dans une chorégraphie d'une précision militaire et d'un calme olympien, les 50 motards coupent simultanément le contact de leurs lourdes machines. Le silence qui succède au vacarme est presque assourdissant. Puis, d'un seul et même mouvement parfaitement synchronisé, 50 talons de bottes s'abattent sur le bitume pour déployer les béquilles métalliques. Le claquement sec de l'acier contre le goudron résonne dans toute la rue. Un son lourd, métallique et puissant, semblable à celui d'une armée en marche qui vient de prendre position, prête à accomplir sa noble mission. Derrière la porte d'entrée de leur petit pavillon, l'atmosphère est lourde, presque étouffante. Hélène et Mathis se tiennent figées, le souffle coupé, observant à travers l'œilleton et les vitres du salon cette incroyable démonstration de force qui paralyse leur rue. L'enfant, pétrifié, se recroqueville instinctivement derrière les jambes de sa mère, cherchant un refuge impossible. Avec un courage de lionne, bien décidée à protéger son petit coûte que coûte face à cette armée d'inconnus, Hélène tourne lentement la poignée et entrebâille la porte, formant un rempart de son propre corps. Sur le trottoir, le colosse à la carrure imposante s'est détaché du groupe. D'un pas lourd mais tranquille, Laurent s'avance vers le portail en fer forgé. Le craquement de ses bottes sur les graviers de l'allée fait sursauter Hélène. Arrivé à quelques mètres d'eux, le chef de bande lève de grosses mains couvertes de bagues en argent dans un geste d'apaisement total. D'un mouvement lent, il retire son casque noirci, dévoilant son visage buriné. Et soudain, le contraste est foudroyant. Le masque du motard impitoyable s'efface pour laisser place à un sourire d'une chaleur infinie, incroyablement paternelle, illuminant ses yeux clairs de bienveillance. D'une voix rocailleuse mais d'une douceur surprenante, il prononce leur prénom, brisant la glace avec un respect infini. Ignorant délibérément la tension de la mère, Laurent pose un genou à terre sur le carrelage froid du perron pour se mettre exactement à la hauteur du petit garçon terrifié. Il plonge son regard dans celui de Mathis et, avec des mots simples et choisis, il lui explique la raison de leur présence. Il lui parle du message déchirant posté la veille sur les réseaux sociaux, de la douleur d'une mère qui a ému aux larmes des hommes que l'on croyait durs comme la pierre. Autour d'eux, dans un silence quasi religieux, la cinquantaine de motards s'est rapprochée, formant un demi-cercle protecteur autour de la porte d'entrée. Aucun d'entre eux ne se montre menaçant. Ils se tiennent droit, fiers, le regard empreint d'une solidarité fraternelle indescriptible. D'un geste lent et solennel, Laurent fait signe à l'un de ses frères d'armes qui s'approche, tenant dans ses bras un paquet soigneusement plié. Laurent le récupère et le déploie devant les yeux écarquillés de l'enfant. C'est une authentique veste en cuir noir, souple et robuste, taillée sur mesure pour sa petite carrure. Sur le cœur, brodé avec soin, trône l'écusson prestigieux des aigles noirs. Laurent pose délicatement le blouson sur les frêles épaules de Mathis. En ajustant le col, il lui murmure qu'à partir de cette seconde précise, il est sous leur protection officielle. Il n'aura plus jamais à baisser les yeux, plus jamais à cacher ses larmes, car toute une fratrie d'acier veillera désormais sur lui. La terreur glaciale qui oppressait le foyer s'évapore instantanément pour laisser place à une vague d'émotions pure et foudroyante. Hélène fond en larmes, s'accrochant au bras du colosse pour le remercier, incapable de prononcer la moindre phrase cohérente. Et là, caressant doucement le cuir de sa nouvelle armure, Mathis relève lentement la tête. Ses yeux brillent d'une lueur nouvelle et, pour la première fois depuis de longs mois de souffrance silencieuse, un sourire timide mais radieux vient illuminer le visage de l'enfant. Soudain, le hurlement strident des deux tons vient déchirer l'atmosphère de cette matinée dominicale. Le son angoissant des sirènes rebondit contre les façades paisibles de la rue des Tilleuls, brisant net la magie de l'instant. Deux estafettes bleues de la gendarmerie nationale déboulent en trombe au bout de l'avenue, les gyrophares balayant frénétiquement les murs de leurs éclats bleutés. Les freins crissent avec violence sur le bitume alors que les véhicules s'immobilisent de biais, bloquant l'accès à la zone. Les portières claquent. L'adjudant-chef Bernard, un militaire chevronné au regard durci par des années de service, s'extrait précipitamment de l'habitacle. La main droite fermement posée sur le ceinturon, prêt à dégainer, il s'avance d'un pas martial vers ce qu'il imagine être le théâtre d'une violente émeute urbaine, le pire scénario ayant été décrit par l'appel paniqué du voisinage. Mais en franchissant la ligne de motos rutilantes, le militaire s'arrête net, totalement décontenancé. Ses épaules se relâchent d'un coup et sa main quitte son arme. À la place du chaos redouté, il découvre une scène d'une irrésistible tendresse, presque surréaliste.
Sur le petit muret de briques qui borde le jardin, ces hommes aux allures de redoutables mercenaires sont paisiblement installés. Ils partagent de généreuses poches de chouquettes fraîchement sorties de la boulangerie et versent du café fumant depuis de grands thermos en inox dans des gobelets en carton. Au centre de cette assemblée improbable, Hélène rit de bon cœur tandis que le jeune Matisse, fièrement emmitouflé dans sa nouvelle veste de cuir, croque à pleines dents dans une pâtisserie, entouré par l'affection bruyante de ses nouveaux protecteurs. Laurent, remarquant l'arrivée des forces de l'ordre, se lève calmement, époussette quelques miettes de sucre de son blouson et s'avance vers le gendarme. Les deux hommes, imposant chacun à leur manière, se jaugent un instant en silence. Puis, avec la sérénité de celui qui n'a rien à se reprocher, le vieux motard tend la main. Dans un échange empreint d'un profond respect mutuel, Laurent lui explique l'objet de leur rassemblement pacifique. L'adjudant-chef Bernard, père de famille avant d'être sous l'uniforme, écoute attentivement. Un sourire imperceptible vient adoucir les traits sévères de son visage lorsqu'il comprend la noblesse inattendue de cette intervention hors du commun, bien loin des fantasmes criminels. Attiré par l'absence de cris et de coups de feu, la porte de la maison d'en face s'ouvre avec une lenteur hésitante. Madame Dupont, la retraitée prompte à l'alerte, ose enfin s'aventurer sur son perron, son châle serré contre sa poitrine. En découvrant la vérité sur cette prétendue invasion, une vague de honte vient colorer ses joues ridées. Comprenant la formidable erreur de jugement qu'elle vient de commettre, elle traverse la chaussée à pas menus. Devant ces géants de cuir, elle présente ses excuses d'une voix chevrotante, les larmes aux yeux. Touchée en plein cœur par la beauté de leur démarche, elle offre même d'aller chercher le reste de sa tarte aux pommes pour participer à ce petit déjeuner inoubliable, scellant ainsi une réconciliation inespérée au beau milieu de la rue. Le lundi matin, lorsque les premières lueurs de l'aube viennent caresser les toits de Montbrison, une atmosphère inédite enveloppe la chambre du petit garçon. D'ordinaire, le premier jour de la semaine s'accompagne d'une nausée tenace, cette fameuse boule au ventre qui le paralyse et le réveille à l'idée d'affronter l'enfer de la cour de récréation. Mais aujourd'hui, cette terreur viscérale a mystérieusement disparu. Matisse est levé bien avant la sonnerie de son réveil. Il a soigneusement enfilé sa nouvelle veste en cuir noir, caressant du bout des doigts l'écusson de son club de cœur. Dans le miroir de l'entrée, ce n'est plus la proie tremblante d'autrefois qui le regarde, mais un enfant qui a retrouvé sa dignité. Hélène, émue aux larmes et le cœur incroyablement léger, lui dépose un baiser sur le front. Ce matin, la carte d'abonnement restera sagement posée sur le buffet de la cuisine. Le car scolaire passera sans lui. À 7h30 précise, le grondement familier des puissants moteurs bicylindres résonne à nouveau dans la rue des Tilleuls. Ce n'est pas l'armée entière de la veille, mais une garde d'élite composée de 20 motards majestueux, venus honorer leur promesse avec une ponctualité militaire. Au centre du cortège, Laurent, tel un vieux chevalier moderne, coupe le contact de sa splendide monture chromée. Avec une douceur qui contraste éternellement avec sa carrure de colosse, il soulève Matisse par les aisselles et l'installe confortablement sur la large selle de cuir surpiqué. Il lui enfile un casque noir brillant, l'ajustant avec la minutie d'un père protecteur, puis s'assure que les petites mains du garçon sont fermement accrochées à sa taille. Un hochement de tête silencieux suffit pour donner le signal du départ. Le convoi s'ébranle dans un rugissement grave et majestueux. Ce trajet vers le collège, d'ordinaire si gris et angoissant, se transforme en une véritable chevauchée héroïque. À travers les petites rues de la ville, l'escorte avance à une allure royale. Les commerçants relèvent la tête de leurs étalages pour observer le spectacle, les passants s'arrêtent sur les trottoirs, fascinés par cette parade d'acier et de fraternité. Matisse sent le vent frais du matin fouetter son visage, ses poumons se remplissent d'un air nouveau, pur, chargé d'une liberté qu'il croyait perdue à jamais. Sous lui, les vibrations puissantes de la machine de Laurent pulsent comme le battement d'un cœur immense et invincible. Autour de lui, à sa droite, à sa gauche, devant et derrière, les frères de la route forment un bouclier impénétrable. Chaque coup d'accélérateur est une affirmation de force, chaque regard jeté par les motards aux automobilistes est une promesse de sécurité absolue. Dans cet instant de grâce suspendu dans le temps, la peur n'a plus droit de citer. Juché sur son trône roulant, solidement encadré par sa gare royale, Matisse ferme un instant les yeux. Il n'est plus l'ombre silencieuse que l'on bouscule dans les couloirs. Il est devenu intouchable, porté vers la lumière par la bienveillance farouche de ceux qui ont choisi de ne jamais l'abandonner. Devant les lourdes grilles en fer forgé du collège de Montbrison, l'effervescence matinale bat son plein. Il est presque 8h, et la cour de récréation résonne des cris aigus et des rires insouciants de centaines d'adolescents. Adossé contre le mur d'enceinte, une posture faussement décontractée et le regard empli d'une arrogance cruelle, Léo guette sa proie. Entouré de sa petite cour de suiveurs serviles, le meneur savoure d'avance le moment où la frêle silhouette de Matisse franchira le portail.
Il a déjà préparé son lot quotidien d'insultes perfides et de croche-pattes humiliants, prêt à asseoir une nouvelle fois sa domination impitoyable sur ce garçon trop doux pour se défendre. Mais ce matin-là, le rituel macabre est interrompu avant même d'avoir commencé. Au loin, un grondement sourd, profond et puissant, s'élève au-dessus du brouhaha de la cour. La vibration enfle rapidement, rebondissant contre les murs de l'établissement scolaire. Les conversations s'éteignent une à une, remplacées par une curiosité teintée d'appréhension. Tous les visages se tournent simultanément vers le bout de la rue. Soudain, le majestueux cortège de cuir et d'acier débouche majestueusement sur le parvis du collège. 20 machines titanesques, rugissant d'une même voix, viennent se ranger en une formation impeccable, bloquant méticuleusement l'accès principal. Le vrombissement assourdissant des moteurs fige l'assemblée tout entière. Dans la cour, le silence devient absolu, lourd, presque palpable. Derrière les grandes baies vitrées du rez-de-chaussée, les professeurs s'amassent, interloqués. Même le directeur, cet homme en costume gris qui minimisait la souffrance de l'enfant quelques jours plus tôt en parlant de simple chamaillerie, se tient figé sur le perron de l'administration. Le teint subitement livide, la mâchoire décrochée. Il assiste, impuissant, à ce déploiement de force inouïe. D'un seul mouvement, les 20 motards coupent le contact. Le silence qui s'abat est vertigineux. Sur la moto de tête, Laurent descend avec la grâce d'un faux placide et retire délicatement le casque du passager qui se tient derrière lui. Sous les yeux médusés de centaines de camarades, Mathis pose le pied à terre. L'enfant redresse la tête. Il porte fièrement sa veste en cuir noir, l'écusson honorifique des aigles noirs brillant sur son cœur comme une armure impénétrable. Ignorant royalement la foule stupéfaite, Laurent se plante devant le jeune garçon. Devant toute l'école retenue par le souffle, le colosse à la barre grisonnante s'incline très légèrement. Il tend sa large main couverte de bagues et serre celle de Mathis avec la fermeté et la gravité que l'on réserve aux hommes d'honneur. Son regard intense, plongé dans celui de l'enfant, délivre un message silencieux mais d'une clarté fulgurante que tous parviennent à déchiffrer. Tu es l'un des nôtres maintenant. Personne ne te touchera plus jamais. À quelques mètres de là, près du mur d'enceinte, la terreur a définitivement changé de camp. Léo et ses acolytes, jadis si fiers et menaçants, sont pétrifiés, le sang glacé dans leurs veines. Blême, les yeux écarquillés par l'épouvante, il recule instinctivement, tentant de se fondre lâchement dans la masse des autres élèves. En regardant cette gare prétorienne d'acier veillée sur leur ancienne victime, les harceleurs comprennent instantanément, avec une certitude absolue, que leur règne de terreur vient de s'achever pour toujours. Les jours qui ont suivi cette rentrée spectaculaire ont été marqués par un changement radical, presque miraculeux. Plus jamais Léo ni aucun de ses complices n'ont osé adresser la moindre parole déplacée à Mathis, ni même croiser son regard. Le harcèlement s'était évaporé, soufflé instantanément par le vent de fraternité qui venait de balayer la cour du collège de Montbrison. L'indifférence glaçante de l'institution scolaire et le mépris de sa direction avaient laissé place à un respect absolu, teinté d'une saine crainte. Mais la véritable transformation, la plus belle et la plus lumineuse, ne s'était pas opérée dans l'attitude des autres. Elle s'était ancrée au plus profond de l'âme de l'enfant. Mathis ne marchait plus les épaules voûtées, les yeux désespérément rivés vers le bout de ses chaussures. Il se tenait droit, le pas assuré, arborant fièrement cette veste sur mesure devenue une véritable armure contre les affres de l'existence. Ses cicatrices invisibles étaient devenues le socle de sa nouvelle force. Et ce bouclier n'était pas seulement constitué de cuir et de fil. Les aigles noirs n'avaient pas fait qu'une simple apparition fulgurante pour soigner leur image. Ils étaient restés fidèles à leurs promesses. Laurent et ses frères de route passaient très régulièrement prendre des nouvelles, s'arrêtant le dimanche matin pour partager un café et quelques rires avec Hélène. Parfois, ils emmenaient l'adolescent faire de longues balades réparatrices sur les routes sinueuses et majestueuses de la région. Ces hommes, aux abords rudes mais à l'âme noble, sont rapidement devenus des oncles de substitution, des piliers fraternels inébranlables qui ont aidé le jeune garçon à se reconstruire jour après jour et à forger sa propre confiance en lui. Cette histoire véridique, qui a durablement bouleversé le quotidien de cette petite ville provinciale, résonne aujourd'hui comme une leçon d'une humilité poignante. Elle nous rappelle avec force que les monstres ne portent pas toujours des blousons à clous ou des tatouages impressionnants. Parfois, ils ont le visage lisse d'un enfant cruel ou portent le costume impeccable d'un adulte qui choisit délibérément de regarder ailleurs. À l'inverse, les plus merveilleux des anges gardiens peuvent parfaitement chevaucher des montures d'acier bruyantes et dissimuler des trésors de compassion derrière des visages burinés par la vie. La véritable noblesse d'âme ne se mesure jamais à l'aune des apparences, souvent trompeuses. Elle réside tout entière dans le courage inouï d'une mère prête à soulever des montagnes pour sauver la vie de sa chair, et dans la main tendue de parfaits inconnus qui refusent catégoriquement de tolérer l'injustice.
Dans notre société moderne, où le silence et le détournement de regard sont trop souvent complices de la brutalité, choisir de s'élever pour protéger les plus vulnérables reste la plus éclatante preuve de notre humanité. Si le combat admirable de cette mère célibataire, l'incroyable résilience du jeune Matisse et l'immense noblesse de cœur des aigles noirs ont su toucher votre âme aujourd'hui, ne laissez pas cette belle leçon de vie s'éteindre dans l'oubli. Prenez un court instant pour aimer cette vidéo, afin de faire voyager ce message universel de solidarité. Partagez ce récit autour de vous pour rappeler à vos proches que la lumière jaillit souvent là où on l'attend le moins. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions continuer, ensemble, à mettre en lumière d'autres destins tout aussi bouleversants et inspirants.